Ma formation, au départ, c'était peintre et dessinateur, et même graphisme. Je n'ai jamais fait des cours de sculpture. J'ai fait une première exposition de peinture en 64. Tiens, curieusement, je viens de me rappeler que j'ai la dernière peinture que j'ai faite, ici. Je t'en montrerai tout à l'heure. Et puis un jour, je suis tombé sur une exposition de biochimie où il y avait des machines qui faisaient véhiculer des tubes d'essai sous des espèces de robinets pour recevoir une goutte ou deux, etc. Et c'était fascinant, c'était magique de voir comment il y avait des changements chimiques dans le tube d'essai suite à son parcours et à la réception des différents liquides qu'il devait recevoir. De là, j'ai commencé ça m'est tombé dessus de faire du cinétisme. Alors, ma première pièce, c'est dans les toutes premières, c'est celle-là, où j'ai assemblé 100 engrenages d'une certaine dimension. En l'occurrence, ici c'est en pouces, c'est 2 pouces, à peu près 5 cm et demi. Et là-dessus, j'appliquais un graphisme. Alors je travaille toujours par série. J'ai fait une série de 15-16 pièces comme ça. C'est la dernière qui me reste, c'est que je veux garder. Chacune avait un graphisme différent, soit en couleur, soit en jouant avec les reflets du métal quand il est poli dans une direction. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais quand il est poli et qu'il tourne, il donne, à un moment donné, il devient comme un flash parce qu'il prend la lumière et très vite, en tournant, il perd le flash. Donc j'ai joué avec ça, des engrenages où il y avait des pièces chromées dessus que tu as pu voir qui est à Montréal. Et j'ai fait toute une série comme ça. Et dont une qui était très intéressante, je suis tombé par hasard dessus, c'était comme un accident heureux, c'est que j'avais 4 couleurs. Rouge, bleu, jaune, vert. C'est mes couleurs de prédilection qui partageaient chaque cercle, chaque pastille, chaque engrenage. À certaines vitesses, tu avais des dominantes. Alors, par exemple, le vert disparaissait, ça devenait ou tout bleu, ou tout jaune, ou tout rouge. Mais le plus souvent, c'était le jaune qui, à haute vitesse, c'est le jaune qui prédominait, et ça devenait très lumineux. C'était intéressant comme phénomène visuel, et tout ça pour dire que mes premières pièces cinétiques étaient plus centrées sur l'aspect visuel et optique, en essayant d'activer l'œil. Donc c'est la dernière qui reste. Après ça, j'ai fait d'autres pièces dont on parlera tout à l'heure et je te montrerai. C'est un autre montage mécanique. Et là aussi, j'en ai fait une quinzaine, une vingtaine qui ont fait l'objet d'expositions un peu partout, surtout en Europe, en Allemagne entre autres. Et c'est aussi une des dernières qui me reste et que je veux garder parce que je n'en ai plus. Où tu as 2 carrés qui grandissent et qui diminuent à des vitesses différentes l'une de l'autre. Et le centre, c'est des quadrilatères à l'infini parce que chaque segment ici est à une vitesse différente. Et en plus différente des 2 autres là-bas. La différence des vitesses se fait par le changement, le nombre de dents des pignons à l'arrière que le moteur véhicule. Donc tu as un rythme et je ne sais pas s'il y a une répétition à un moment donné parce que nos mémoires sont plutôt limitées. Alors si tu as quelque chose qui dure pendant quelques semaines, on ne peut pas se rappeler de ce qui s'est passé au début. Donc ça semble infini. Mais ça ne l'est pas vraiment infini. C'est ça qu'il faut comprendre.
Tu vois, par exemple, là, il y a une incongruité. Le fait que c'est un peu court, ça fait partie de... Est-ce un défaut ou est-ce une qualité? Peu importe. Le fait est, c'est que des fois, là, tu vois, ça fait presque concave au lieu de convexe. C'est assez rare comme mouvement. Et puis après ça, ça va redevenir quadrilatère plus régulier. Aujourd'hui, tu vois, j'ai amélioré beaucoup ce système. Parce que là, c'était des chaînes qui véhiculaient avec des pièces en métal. Et grâce aux nouveaux moteurs que j'ai pu découvrir avec le temps, ça s'est spécialisé, les moteurs synchrones. Alors, les moteurs synchrones, c'est des moteurs qui ont la particularité d'être très fidèles et qui tournent exactement à la même vitesse. Et tu as des repères qui sont utilisés dans l'horlogerie, dans différentes choses très précises. C'est génial, non? J'avais jamais vu ça. Si je me laisse toujours surprendre par des configurations géométriques à laquelle je ne m'attendais pas. Parce qu'on a beau essayer de prévoir dans l'avenir ou dans le temps, c'est pas évident de tout prévoir finalement. Et là, c'est une pièce, tu vois, une figure géométrique à partir de 4 côtés, on obtient un triangle. Presque parfait. Pas tout à fait isocèle, encore moins équilatéral, mais c'est un triangle. Voilà, je vais l'arranger plus tard. Comme c'est du 110 volts, je suis obligé chaque fois de faire les transformateurs à l'arrière. Là, je vais te montrer une autre pièce, faite dans un système avec des ressorts, mais quelque peu différent, que j'ai fait beaucoup plus tard. En fait, je les ai faites en 2006. Suite à une commande d'un grand magasin à Londres, Selfridges, ça s'appelle. Ils m'ont demandé de faire 6 pièces, 1m50, 1m50. Et là, on va voir à l'arrière, j'appelle ça des supports, qui véhiculent des ressorts. Chaque support est un moteur, a son propre moteur. Donc, si je varie les vitesses, on a une configuration quasiment qui ne se répétera jamais. Illimitée, on va dire. En tout cas, pour nos sens. Alors, pour voir l'arrière, là c'est une autre, comme j'ai pas d'espace, donc je vais te montrer de l'arrière. Alors, je ne sais pas si tu peux voir, on va faire comme ça, chose très dangereuse, tu vois, voilà, ça c'est l'arrière. Je te montre les secrets de fabrication. Alors il y a différentes configurations. J'en ai où j'ai fermé. À l'arrière, c'est une qui est la même chose, mais c'est fermé. Qui donne autre chose. Et puis j'en ai fait une ici, parce que nous sommes à Nîmes, berceau de support surface, n'est-ce pas? Alors j'aurais fait un truc, ils ne le savent pas, mais c'est pas grave, un peu en leur hommage, si je puis dire, qui est ça. Voilà. Là, il y a 36 moteurs, et c'est une grande pièce, la plus grande que j'ai faite. Alors, je vais sortir ici. Alors, il y a des phénomènes de perception que je me suis observé pour ça, c'est que quand tu regardes quelque chose, tu ne restes pas fixe sur un point. Tu peux, si tu veux. Mais à un moment donné, tu vas là, puis d'un coup, il y a autre chose qui t'attire. Ce qui fait que tu as toujours l'impression, et c'est vrai que ça change sans arrêt. Tu as des fois des moments où tu as des fausses perspectives. Comme par exemple, tu vois, si on considère ça ici, et puis ça change. Je pense que les artistes de support surface devraient se réunir et me l'acheter. Parce que c'est dans leur hommage. Ça serait marrant. Non? Je mentionnais le support surface parce que ce que j'avais vu d'eux avant de revenir en France, c'était qu'ils faisaient les choses, ils montraient le faux cadre, ils montraient des cordes, des filets, et c'est ce qui m'avait le plus frappé à l'époque. Bon, je sais qu'ils ont évolué, chacun évolue dans une direction, mais c'est resté, c'est un peu, c'est comme un filet. D'ailleurs, ça s'appelle filet. C'est dans ce sens que j'ai voulu faire référence à support surface.
Alors, je me suis rendu compte en commençant mes premières pièces avec les engrenages que bien que ce soit des matériaux assez durs, de l'acier, de la mécanique, qui a ses lois et on ne peut pas transiger avec, il t'impose une discipline de construction, de précision, et j'ai pas le choix. Mais malgré tout, je me suis rendu compte que dépendant des vitesses et du graphisme, on arrivait à une forme d'organisme, c'est-à-dire ça donnait un peu le sens que c'était vivant, que c'était sensuel même, et ça fait un peu bizarre par rapport à de la mécanique pure, quoi. Je veux dire, quand tu vois un moteur, tu ne penses pas à la sensualité, mais je trouve que ça a certains côtés sensuels, cette ligne qui bouge comme ça, comme tu as vu tout à l'heure. Et après ça, bon, il y a deux pôles qui m'intéressent. Tout ce qui est géométrique, en mouvement, avec des éléments simples, la ligne, qui décrit des carrés, des rectangles, des quadrilatères ou des polygones, et l'organisme vivant. Alors, j'ai fait des pièces, dont celle-là, que je te montre maintenant. Voilà. Donc, c'est une pièce où, toujours avec des ressorts et des vitesses différentes à chaque segment ici, grâce à des pignons de couleurs différentes. Tiens, regarde ça, je trouve des petits écrous que j'ai perdus, je suis très content, merci beaucoup. Et très, très précieux ces écrous, ces clous, ces vis, etc. Et au centre, tu as ce que j'avais vu au microscope il y a des années. J'avais visité des scientifiques au MIT et ils m'avaient montré sous microscope des amibes. Et c'est extraordinaire, ça fait des formes comme ça qui bougent. On connaît la problématique des amibes et ça fait un peu ça. Donc là aussi je rejoins l'organique et le géométrique. Et puis les éléments linéaires ici, c'est un peu comme c'est presque figuratif si on compare ça à un escargot avec ses antennes qui se rétractent et qui, dépendant s'il se sent sécurisé ou pas. Et là c'est un cycle que je ne connais pas. C'est très difficile de calculer. Tu as un grand moteur qui véhicule tous ces segments de chaîne et tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 moteurs cruisés, des moteurs synchrones qui véhiculent les petits, qui sont à des vitesses fixes, chacun différent les uns des autres. Mettre en mouvement. Là, c'est une autre série que j'ai faite, aussi commencé en 70, qui a fait aussi l'objet d'expositions en Allemagne et ailleurs. Et ça, c'est une pièce qui date de 1974 bien sûr, où même si ça rappelle un petit peu la problématique de Mondrian et d'autres, c'est plus l'essence de son travail que du Mondrian vraiment. Alors tu as deux lignes verticales et deux lignes horizontales, tangentes, perpendiculaires, chacune bougeant à des vitesses différentes les unes des autres. Alors celui-là j'ai calculé, je sais que le cycle quand il commence au début avec deux lignes verticales et deux lignes horizontales tangentes, pour revenir à ça, ça prendra 90 jours, jour et nuit pour revenir à ce cycle. Mais moi j'ai jamais vu parce que je suis jamais resté 90 jours de suite. Alors ça c'est une pièce en blanc et noir. Tout à l'heure je vais te montrer une pièce en couleur où, à mon insu, encore une fois, je me suis aperçu qu'il y avait des incidences de couleurs. Mais il faut un fond blanc. L'autre n'a pas un fond blanc, malheureusement. Alors je vais quand même te la montrer. Donc on va éteindre celle-là et allumer l'autre. Ou je vais allumer l'autre pendant que tu veux avec ça.
pièce. Et voilà, j'ai 3 pièces comme ça. Une en noir et blanc, la grande. Les néons. Ça, c'est une forme que j'ai commencé par faire en dur et en différentes, comment dirais-je, en approchant de différentes manières. D'abord le volume, ensuite le plan et ensuite la ligne. Alors, au départ, tu l'as là-bas. C'est une pièce qui est là, qui est une équation mathématique d'un mathématicien topologiste allemand, un certain Werner Boy, 1902, son équation. Et là, ça ne peut pas tourner. Et voilà, ça c'est la forme. C'est une maquette que j'ai fait faire, qui est un problème qu'il a résolu en topologie. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette forme parce que elle offre, comment dirais-je, elle a des multiples facettes à elle-même. Par exemple, si je la prends comme ça et que je la tourne sur un côté, tu as une maison, une possibilité de maison Bauhaus typique. Et je trouve ça incroyable, c'est un hasard. Peu importe si tu veux la mettre comme ça, puisque ces 3 côtés, c'est différent. Alors, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les bronzes. Moi, j'ai fait un bronze de ça, qui est donc la forme pleine. Et puis, j'ai fait une pièce de la même grandeur, la même envergure, en verre, qui est de l'autre côté, que je vais te délier. Voilà. C'est la même chose, mais tu as juste le plan, et je le voulais transparent. J'aurais aimé faire une en verre, mais réfléchissant, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ça peut être intéressant, le côté réfléchissant du miroir. Ça viendra dans temps aigu. Et si on considère la ligne, cette ligne ici, comme ça, qui descend comme ça, puis voilà, pardon, ici, etc., c'est ce que les néons font. C'est exactement le bord de la ligne. Alors j'en ai fait à différentes tailles, différentes couleurs. Le rouge, c'est toujours du néon, alors que le gaz néon, alors que le bleu, l'argon est bleu. Alors dépendant de si la poudre du tube est teintée de certaine manière, on obtient avec le même bleu différentes couleurs. Alors ça c'est le tube en soi, c'est-à-dire la forme originelle, que j'ai faite à la plus grande dimension possible, et c'est pas évident parce que c'est la longueur maximale qu'on peut faire avec 2 électrodes. Parce que le néon marche avec de la haute tension, et la haute tension elle est proportionnelle à la longueur et à la section du tube. C'est un peu technique, il reste que là tu as 2 électrodes, un au centre de la petite pyramide et un au grand, et c'est la plus grande distance que j'ai pu faire avec ce genre. J'aurais aimé en faire un de 3 mètres, mais c'est pas possible techniquement. Là, il faudrait mettre d'autres électrodes, et là tu casses la continuité de la ligne. Alors j'en ai fait un autre ici, plus petit, qui est avec un tube teinté bleu, mais avec du néon dedans. Et donc tu peux arriver à avoir cette espèce de violet, et je vais te faire jouer avec la variation. C'est bien. Là, je vais me prendre un coup. Je sais pas. C'est bête. Non, c'est bon.
qu'on peut varier l'intensité et donc ou diminuer, augmenter le rouge. Voilà, tu vois, quand c'est transparent, le néon est rouge. Et puis, la maquette que j'ai faite, elle s'est affaissée, parce que j'ai fait ça en balsa, des petites baguettes de balsa collées avec la colle normale, colle avec lesquelles on fait des maquettes, et ça s'est affaissé avec le temps. Et ça s'est affaissé, et j'ai beaucoup aimé l'affaissement, parce que ça donne ça. C'est exactement, il y a les mêmes éléments que ça, pas de la même grandeur, mais c'est au même nombre d'éléments, toujours dans les proportions, mais ça s'est déplié comme ça. Et ça aussi, c'est une autre variation, toujours des mêmes éléments que ça, si tu veux. Là, c'est la même distance, mais ça s'est affaissé et ça a donné ça. Alors je me suis dit, c'est intéressant de voir, à partir d'une forme pas rigide, mais assez régulière et pas symétrique, mais très géométrique, d'arriver à quelque chose de un peu comme au hasard, à cause de sa déformation naturelle. C'était pas évident à faire ça, ça a pris plus d'une journée pour le faire, ce qui est beaucoup pour un souffleur de verre, parce qu'il ne peut pas faire autre chose pendant ce temps-là, et ça a pris encore plus de temps pour pouvoir le pomper. Parce que quand le verre est formé, il faut ensuite faire le vide, le brûler, pour brûler toutes les impuretés à l'intérieur, jusqu'à y mettre un bout de papier journal. Quand le papier journal commence à fumer, c'est que c'est la bonne température. Et après ça, il ferme et il pompe le néon. Ou l'argon, dépendant de la couleur qu'on a. Néon dedans. Voilà, alors, je lui allume. Je vais en même temps sortir celle-là. Et une autre que je vais sortir aussi, c'est la grande. Celle-là. Je ne plie pas ces bords uniques. Voilà. Alors, pour la petite histoire, je vais aussi enlever ça. C'est vrai si ça forme comme ça, je peux remettre ça à côté. Voilà, ou tu veux tout enlever. Alors tu vois, quand le fond est blanc, dépendant de là où se trouve le tube jaune, vert, bleu, rouge, il y a une dominante qui se fait et qui se mélange avec les autres couleurs.
C'est malheureux, mais on ne peut pas y voir avec le gris comme ça. C'est un peu presque l'illustration de la théorie de Albers avec l'interaction de la couleur. Ça aussi, c'est à 90 jours. Même type de problématique. Et j'utilise les néons de couleur parce que en fait, ça m'amène à te dire que tout ce que j'ai fait, c'est en général en blanc et noir. Sauf parce que j'ai toujours été fasciné par, en Amérique du Nord, toutes les sorties de salles de concert, de cinéma et compagnie, c'est toujours exit en rouge très vif. Et c'est un rouge absolument lumineux qui m'a toujours fasciné, comparé au rouge que certains peintres que j'ai admirés en diapositive, mais qui m'ont déçu en réel, entre autres Gauguin et d'autres, où quand tu vois comment les couleurs se sont fadies avec le temps, c'est dommage, mais c'est le cas. La couleur peinte n'a pas l'intensité que peut avoir la couleur avec la lumière. Alors, j'ai fait ça. J'ai utilisé les néons pour l'intensité de la couleur, principalement. Le prochain coup, ça risque d'être beaucoup plus tangent. Il y a des moments comme ça où c'est presque excitant de voir les lignes se rapprochent et puis tout d'un coup ça s'écarte. On est témoin de quelque chose, d'un phénomène. C'est drôle, enfin moi ça m'amuse beaucoup. Sans ça, en général, tous mes mouvements sont assez lents, exprès. Il y a assez d'agressivité comme ça, puis j'ai pas besoin de ça. Donc avec la lenteur, on peut mieux percevoir ce qui se passe. Finalement, je veux dire, je ne peux pas rentrer dans une grande théorie, mais quand tu fais une peinture, elle est statique, tu proposes quelque chose et c'est un absolu. On peut aimer, pas aimer, on voit, on cherche à droite, ça engendre l'imagination, etc. Mais quand tu vois quelque chose en mouvement, imagine une peinture avec tous les éléments qui bougeraient chacun à leur tour. C'est extraordinaire ce que ça fait pour la perception. Et ça peut même engendrer, j'espère un jour, des changements d'état de conscience, mon cher. Et là, ça serait super. J'y travaille.